c'est quoi la différence entre se dire patriote et nationaliste. Vous allez voir que c'est très intéressant et que cela implique beaucoup de choses. Alors tout d'abord, cette vidéo se base sur l'excellent film sur l'UFC Paris, qui, vous savez, l'UFC, c'est cet organisme international de MMA, donc c'est de la boxe, on va dire, pied-point libre, avec certaines règles. Je suis moi-même un grand admirateur de la boxe, que j'ai pratiqué un petit peu, boxe anglaise, mais j'aime beaucoup les sports dits de contact, que ce soit la boxe thaï, la boxe khmer, le rugby, etc., etc. Pourquoi des sports de contact? Tout simplement parce que c'est des sports qui canalisent la bête en nous, la bestialité. Et vous avez peut-être remarqué que souvent les grands sportifs, les grands boxeurs, que ce soit de MMA ou de thaï ou ce que vous voulez, sont des gens souvent fondamentalement gentils. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas agressifs, ils sont bien dans leur peau, ils maîtrisent un art. D'ailleurs, ça rejoint les arts martiaux par la même occasion, je vais en parler, puisque l'art martial, c'est une discipline, et c'est-à-dire c'est une éducation. Hein, quand vous allez apprendre à boxer, vous devez écouter le maître, suivre un certain nombre de règles, et ainsi de suite. Alors, le MMA et l'UFC a été enfin reconnu en France il n'y a pas si longtemps, après un long travail d'éducation. Et il y a eu donc à Paris, à Bercy, un énorme gala UFC. Alors l'UFC, c'est cet organisme créé par un Américain dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle... bon, ça me reviendra plus tard, je le mettrai en descriptif, en incrustation. Alors, c'est un sport, oui, violent, mais qui canalise justement notre bestialité dans un ring. Et ça, c'est quand même très noble. Alors, il y a eu à Paris, à Bercy, tout un show à l'américaine avec un certain nombre de combattants français. Il y en avait donc, il y avait Cyril Gane, donc poids lourd, Benoît Saint-Denis, alors lui, je ne sais plus dans quelle catégorie il est, mais ça va être poids léger lourd. William Gomis, ça c'est un léger. Il y avait également Nassourdine Imarov et Fares Ziam, poids léger, je pense, lui. Et en fait, tous ces Français ont gagné leur match. Alors ça a été assez extraordinaire. Et il y a eu donc je vous invite à regarder le film que je mettrai en description. Il y a eu un phénomène incroyable durant cet événement. C'est-à-dire que les spectateurs se sont mis à chanter la Marseillaise, des drapeaux français partout, un engouement à un tel point que même les organisateurs, les commentateurs, les journalistes, etc. étaient sidérés. Ils n'ont jamais vu ça, ni à Londres, ni aux États-Unis, etc. Il y a eu un engouement. Alors c'est vrai qu'il y a eu une longue période d'attente pour ce sport en France, mais il y a eu un réel engouement. Et alors, patriotique ou nationaliste. C'est ce que nous allons voir après. Mais voilà un peu pour l'introduction. Donc, je vous invite à voir ce film fait par RMC, qui est excellent, vraiment très bien. Il y a un historique des sportifs, du sport et du MMA en particulier, avec jusqu'au succès de chaque boxeur, et cet engouement, ce spectacle avec la Marseillaise chantée à tue-tête à Bercy. C'était juste assez incroyable. Alors, je termine mon introduction et maintenant je vais aller parler un petit peu de l'histoire. Alors, patriotisme, nationalisme. Alors d'un point de vue étymologique, c'est très intéressant. Le mot patriote, patriotisme, patrie bien évidemment, vient du latin pater, le père, d'accord. Mon
chien est en train de se coucher sur le pied de la caméra, mais ça va. Alors, c'est le pater, c'est le père, donc c'est la patrie du père. Et ça, c'est quelque chose qui a un sens particulier, parce que vous êtes souvent enclin à aimer le pays de votre père, puisqu'il vous en parle, puisque c'est ça. Pour les personnes comme moi, qui sont françaises, mais qui n'ont pas de père français, je ne peux pas être un patriote français en soi, puisque je n'ai pas de père français, et que la France a bien voulu m'accueillir, mais ce n'est pas ma patrie, je n'ai pas d'ancêtre français. Personne dans ma famille est mort pour la France. Donc j'aurais plutôt tendance à me dire nationaliste, puisque la nation, d'un point de vue étymologique, ça vient de l'idée de se regrouper autour de valeurs communes dans un territoire déterminé, enfin plutôt défini par une frontière. D'accord? C'est ça la nation. Et nous n'avons pas besoin d'être du même père ou avoir des origines communes de nos pères pour nous regrouper. Alors la nation, ça va même plus loin que ça, puisque c'est aussi créer une culture commune. Hein, pas forcément une histoire, puisque nous ne l'avons pas. Moi, je n'ai pas d'histoire de France dans ma famille, je n'ai pas de père français, ni de mère française d'ailleurs. Et donc, j'aurais du mal à me dire patriote dans l'absolu. Je pourrais être patriotique pour l'Écosse, dans un match de sport, par exemple. Mais donc voilà. Après, dans la définition donc du Larousse, hein, le patriotisme, c'est l'attachement sentimental à sa patrie, se manifestant par la volonté de la défendre, de la promouvoir. Mais ce n'est pas que ça, parce que on peut être patriote pour un club de sport, on peut être patriote pour un parti politique. Vous voyez, donc le patriotisme, c'est logiquement défini par l'attachement au père, au pays du père, mais après, ça peut aussi découler sur être supporter d'un club, etc. Alors, le nationalisme, il y a deux définitions dans le Larousse. C'est un mouvement politique d'individus qui prennent conscience de former une communauté nationale en raison de liens, langue, culture. Vous voyez, pas de race ici, hein, qui les unissent et qui peuvent vouloir se doter d'un État souverain. Sinon, c'est des gens qui se réunissent, qui se disent tiens, on va parler la même langue, on a une culture commune, des valeurs communes, et on se regroupe pour créer un espace territorial, bien évidemment. Alors, ça, c'est la nation. Il y a une deuxième définition qui est là au sens politique. Alors, théorie politique qui affirme la prédominance de l'intérêt national par rapport aux intérêts des classes et des groupes qui constituent la nation ou par rapport aux autres nations de la communauté internationale. Alors ça, c'est dans le sens plus politique, c'est-à-dire en fait, là ça rejoint un peu le patriotisme dans un certain sens, c'est-à-dire que nous formons une nation, cette nation est formée avec une culture commune, une langue commune et souvent aussi une religion commune, qui sont des bases stables. Et nous sommes pas agressifs vis-à-vis des autres nations, mais nous pouvons nous défendre et tout de moins mettre en priorité les intérêts de notre nation, ce qui est en soi très sain. Hein, votre maison, votre appartement, votre espace énergétique premier, vous ne le partagez pas avec des inconnus. Si comme vous commencez à faire venir chez vous des inconnus, c'est que vous avez besoin d'aller consulter un psychiatre. Ce n'est pas sain. D'accord, on protège son premier espace dans les 3 E de espace épais. Hein, tout est expliqué là-dedans. C'est l'espace énergétique, donc en fait c'est notre bien le plus basique, si on peut dire, c'est là où on vit, notre appartement, notre maison. Et ensuite notre nation. Alors voilà les définitions. Alors bien évidemment le mot nationaliste a une connotation particulière à cause de monsieur Adolf Hitler et du national-socialisme. Effectivement, ce mot a été dévoyé, sali par un psychopathe qui avait de la haine, un sérieux problème de haine vis-à-vis de tout ce qui n'était pas lui ou lui ressemblant. Vous connaissez toute l'histoire qui en découle avec la Seconde Guerre mondiale, les massacres,
jusqu'à la volonté d'exterminer le peuple juif, tziganes, homosexuels, enfin les homosexuels c'est pas un peuple, mais voilà, toutes les cultures différentes à la sienne. Alors, c'est triste, pourquoi? Parce que être nationaliste, c'est quelque chose de normal. Moi, qui n'ai pas de père français, je ne peux pas réellement me dire un patriote français, puisque je n'ai pas de sang français. Par contre, je suis un nationaliste français, puisque la nation qui a bien voulu m'accueillir, me donner sa citoyenneté, je la protégerai car je l'aime. J'aime la France, j'aime sa culture, j'aime sa langue, j'aime ses écrivains, ses philosophes, ses scientifiques, j'aime sa bonne bouffe, ce savoir-vivre français qui est tellement jalousé, faut le comprendre, tellement jalousé par les Américains, par les Asiatiques, etc. C'est ça la France. Voilà. Alors, donc voilà un peu la partie historique dans laquelle, bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a un point historique important, c'est la guerre de 30 ans. Parce que comment le sentir? Parce qu'avant, il y avait des royaumes. Alors, le royaume est aussi intéressant, mais il est patriarcal. Parce que c'est Dieu, le Père, qui donne un pouvoir au roi père et qui forme une patrie. Mais cette patrie peut être multiraciale ou monoraciale. Elle peut être multiterritoriale. Vous savez, les rois de France, ils n'avaient pas une conscience d'une nation française. Hein. Ils n'avaient pas conscience d'une langue française et d'une culture. Là, il y avait plusieurs langues, plusieurs cultures, mais par contre, tout le monde devait respecter et accepter le roi comme étant leur père spirituel et politique. Et Dieu comme étant le père, bien évidemment, de la religion commune. Donc c'était plus la religion qui fédérait les gens, qui pouvaient avoir des langues tout à fait différentes. Hein. La langue française s'est faite assez tardivement, enfin pas tardivement, mais voilà, il y avait des langues locales durant les royaumes de France, les royaumes qui ont pu aussi devenir des empires. Hein. Charlemagne, lui, il était d'ailleurs plutôt allemand de culture et de langue que français, au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais après la guerre de 30 ans, cela a changé. La guerre de 30 ans, et j'en parle souvent parce que c'est un point pour moi extrêmement important, la guerre de 30 ans, si vous voulez, a créé l'idée du peuple national, des peuples nations, et d'avoir des droits en tant qu'individu appartenant à un groupe national. C'est le début de la création des États-nations. Et ça, c'est intéressant parce qu'un État-nation donne des droits à l'individu, plus que faire partir d'un royaume multiracial, multiethnique, multilinguistique, qui est quelque chose d'assez différent. Alors bien évidemment, également, il faut parler de la notion d'empire. Par exemple, la Russie n'est pas une nation, c'est un empire. Donc un empire, c'est un regroupement de plusieurs nations qui se fédèrent ensemble avec tout de même une langue commune, qui est le russe. Pas une religion commune, parce qu'il y a l'islam, il y a le bouddhisme, il y a l'orthodoxisme, mais avec un leader commun. Un empire est forcément lié à un leader, souvent comme Napoléon ou Poutine aujourd'hui, un leader ayant de la poigne, montrant le chemin un peu viril, et etc. Une nation, pas du tout. Une nation pourrait quasiment vivre sans leader. C'est en cela qu'elle est intéressante. Alors, la 5e République en France, elle a été créée pour De Gaulle. Alors, effectivement, c'était un leader. Mais si on va vers la 6e République, on aurait à la limite pas besoin réellement d'un leader ou alors un roi ou un homme politique nommé à vie pour représenter la France d'une manière symbolique, par exemple. Bon, une fois de plus, j'en parle dans l'espace CP, dans les solutions, donc je vous laisserai voir ça dans le livre. C'est pas l'objet de la vidéo ici. Alors maintenant, je vais passer justement à la partie philosophique. Alors, donc on a vu que le patriotisme, c'est s'attacher au père, à la patrie, au pays du père, au roi et à Dieu, souvent, ça va de pair. Donc il n'appartient pas, si vous voulez, forcément à un groupe et à un espace commun. Hein. Il peut très bien ne pas parler la même langue, etc. Et pourtant être patriote dans le sens de l'attachement au père et au père symbolique qui pourrait être un royaume, qui pourrait être le père, le roi ou une religion. Par exemple, l'islam n'est pas une nation.
d'accord? Mais par contre, les musulmans s'y attachent tout de même dans le sens du territoire islamiste, ou islamique, pardon, je sais pas comment on dit. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, par exemple, alors les extrémistes, hein, je ne mets pas tous les musulmans dans le même ensemble. Bien évidemment, il y a des musulmans qui vivent très bien leur religion en France. Je parle des musulmans extrémistes, c'est-à-dire fondamentalistes, donc un peu les wahhabistes, etc. Quand ils ont voulu créer un empire musulman wahhabiste, ça va au-delà des nations. Vous voyez, il y a plusieurs langues, plusieurs races, etc. Mais donc là, la fédération, la patrie commune, ça devient la religion. Donc vous voyez, c'est quand même très différent. Une nation, elle regroupe pas ces mêmes phénomènes. Une nation, c'est des hommes qui décident de vivre ensemble, d'adopter une culture commune, d'adopter une langue commune et d'adopter souvent une vision, ou tout de moins une entente politique commune. Et une nation ne peut pas être un territoire trop grand, d'accord? Parce que là, on va au-delà justement de ce regroupement d'entente cordiale, entre guillemets, de biens communs. Ça devient un empire ou ça devient un État islamiste, ou etc. Ou chrétien ou juif, hein, peu importe, hein, mais voilà. On va au-delà de la nation, au-delà de cette taille qui est pour moi tout à fait intéressante, la taille de la France, vous voyez, ou voilà, des pays européens. Alors, une nation, effectivement, dépasse la notion de race. Parce que la France, par exemple, permet à des gens qui ne sont pas de père français, mais d'être fédérés dans cette nation et cette culture commune, cet espace commun. Alors, bien évidemment, il faut vouloir l'intégrer. C'est ce que nous verrons après dans les autres parties en revenant sur Bercy et l'UFC. Il faut vouloir intégrer cet espace commun, ce bien commun, cette culture commune, cette langue commune. Il faut l'intégrer volontairement, d'accord? On ne peut pas vous l'imposer, ça ne fonctionne pas. Les gens à qui on impose vont la rejeter souvent et devenir patriotes au sens du pays de leur père et pas de la nation dans laquelle ils vivent. C'est très intéressant ce point-là, très, très particulier, il faut bien le comprendre. Là, je vais terminer un peu la partie philosophique sur une citation de Nietzsche, de La volonté de puissance de 1901. Après, je vais le commenter un peu, qui dit les choses suivantes. Grâce à la liberté des communications, des groupes d'hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées. Alors, 1901, d'accord? Alors, ce que veut dire Nietzsche ici, c'est que les hommes peuvent créer de nouvelles nations, en réalité. Les nations ne seront pas dépassées, puisque de toute manière, il précise bien que des groupes d'hommes de même nature pourront se réunir. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait, lui voudrait dépasser même la nation, puisqu'en réalité, Nietzsche, c'est un anarchiste comme moi, au sens libéral du terme, mais ça ne fonctionne pas. Donc on a quand même besoin d'une nation régalienne, d'un État régalien, pour imposer des lois pour nous maintenir dans une éducation commune. L'éducation commune, ça fait partie des 3 E, une fois de plus, tout expliqué dans l'espace épais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une éducation commune, on ne peut pas vivre ensemble. Donc voilà. Mais tout de même, c'est intéressant. Ouais, voilà, c'est intéressant. Et donc voilà, maintenant, ça va me permettre de glisser vers la politique. Et dans la politique, si vous voulez, il y a une différence fondamentale entre se dire vaguement patriote, oui, je suis patriote, et se dire nationaliste. Nationaliste, c'est intégrer une nation, une culture commune, une langue commune, une histoire, même si c'est pas la vôtre, commune. C'est une volonté aussi commune du futur et de pérenniser cette nation et de la porter vers le meilleur, intérieurement, extérieurement. Se dire patriote, c'est aimer le pays de son père en réalité. Et là, si vous voulez, on touche du point quelque chose qui est très important, notamment dans les jeunes Algériens. Et j'en parlerai ensuite après avec le MMA. C'est que la plupart des jeunes Algériens ont un père algérien qui leur a expliqué tout au long de leur jeunesse, de leur petite enfance, etc., qu'en fait, tu es algérien, tu n'es pas français. Alors, la guerre, etc., n'arrange pas les choses, mais en fait, ils sont patriotes algériens. Vous voyez ? Et ça, c'est un problème d'intégration, parce qu'ils ne se disent pas nationalistes français.
D'une part, souvent parce qu'ils sont peut-être un peu rejetés. C'est pas simple, l'intégration n'est pas forcément très simple. Mais voilà, le sport est un des moyens d'intégration, bien évidemment, comme l'armée, comme tous les métiers un peu physiques de contact, qui vont créer cette idée de bien commun, cette idée de nation commune. Mais il faut le faire, et c'est pas évident. Donc se dire patriote, ce n'est pas se dire nationaliste. Et politiquement, c'est très très différent. Même Michel Onfray, que j'aime beaucoup et que j'admire par ailleurs, ne se dira jamais nationaliste. Alors oui, à cause de Adolf Hitler et du national-socialisme, etc., je l'ai déjà expliqué, mais tout de même, il y a une grande différence entre vouloir adhérer à une nation, c'est-à-dire un bien commun, et se dire vaguement patriote dans le sens de la patrie, et voire même la patrie du père. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis patriote, mais écossais. Voilà. Non, je suis nationaliste français. C'est un choix politique délibéré, choisi. C'est très différent. Et cette étape-là est cruciale pour intégrer cet espace commun qui est la France. L'aimer, la développer et la protéger. La protéger, ce n'est pas de la haine des autres, c'est de la conscience. Hein, le monde n'est pas un monde de bisounours. Hein. Hélas. Peut-être qu'un jour, on sera tous bisounours, des nounours gentils et sympas, mais je ne crois pas, parce que la nature profonde humaine, nous sommes des animaux dont la conscience permet de maîtriser la bestialité. Mais parfois, cette conscience se pervertit, et là, nous tombons dans la violence, qui est le viol de l'autre, et ça, c'est la perversion absolue, c'est le mal. Hein. Bon, une fois de plus, c'est expliqué dans l'espace épais, je vous invite à le lire, c'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, voilà ce que je voulais dire ici. Et pour arriver à la conclusion, je vais vous poser une question, et posez-la autour de vous. Dis-moi où tu veux te faire enterrer, et je te dirai de quelle nationalité tu es. Voilà, ça c'est important. Demandez autour de vous, un Français, un nationaliste français voudra se faire enterrer en France. Moi, la question peut même se poser sur moi. Pour moi vivant au Cambodge, où est-ce que je vais me faire enterrer? Sans doute au Cambodge. Ça veut dire que je perds de ce nationalisme français. Et c'est quelque chose que je dois vivre avec. C'est quelque chose qui est réel. Vous demandez à un jeune Algérien, où est-ce que tu vas te faire enterrer? En France ou un jeune Algérien de père, hein, au sens de la patrie de son père. Un Français, bien évidemment, qui est souvent également binational, comme moi. Hein, moi aussi, je suis binational. Hein, j'ai la nationalité britannique. Mais je suis français 100%. Je ne vais pas renouveler mon passeport, d'ailleurs. Je m'en fous un peu. Mais voilà. Si je vivais en France, je ne me ferais pas enterrer en Écosse. Bien évidemment, je me ferais enterrer en France. Mais si un individu qui a une double nationalité, ça peut être aussi un franco-israélien, hein, posez la question aussi aux franco-israéliens. Où est-ce que tu vas te faire enterrer? En Algérie? En Israël? Ah, d'accord. Mais en fait, tu n'es pas français. Tu es israélien ou algérien. Vous voyez, ce principe-là de nation et d'intégration de cet espace commun va jusqu'à la mort et après la mort. Et cette question, posez-la autour de vous et vous aurez des réponses parfois qui vont vous, pas vous choquer, mais vous interloquer quelque part. Voilà. Alors maintenant, je rentre dans la conclusion. Alors la conclusion, je reviens à l'introduction au début à cet événement assez fantastique que fut cette soirée du MMA et qui fut un véritable spectacle de personnes intégrant une nation, c'est-à-dire la France, en chantant la Marseillaise, des drapeaux français partout. Tous les Français ont gagné, c'est incroyable. Et là, il y a eu à un moment donné une sorte de flottement dans l'air et d'amour de la France. Pas du patriotisme, parce que je peux vous dire que, par exemple, maintenant je vais rentrer dans les boxeurs, et là je ferai une petite parenthèse après. Par exemple, le poids lourd, donc Cyril Gane, son papa n'est pas français, sa maman est française. Mais pourtant, c'est un nationaliste, puisqu'il porte un drapeau français, il est fier d'être français, etc. Alors, je ne l'insulte pas en disant cela, peut-être que lui ne voudra pas se dire nationaliste, mais voilà, il faut franchir le pas. C'est-à-dire qu'en fait, lui aime la France, a priori, il a le drapeau français, il le porte, etc. Bien évidemment, Benoît Saint-Denis, la question ne se pose même pas.
parce que lui, là, son père est français, donc c'est un patriote français, mais aussi un nationaliste français, puisqu'il est intégré à la nation française. Et pareil, on le voit avec le drapeau français, etc., etc. Vous avez ensuite William Gomis. Lui, il est pas de père français ni de mère française. Il est comme moi. C'est-à-dire c'est un immigré. Mais il est intégré à la France. Il est français. Et pareil, il a le drapeau français, etc. Il fait partie de la nation française. Vous voyez? Donc l'intégration est possible à partir du moment où vous devenez nationaliste. N'ayez pas peur de dire ce mot. Oubliez Hitler, oubliez... Non, on l'oublie pas parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise, mais ne soyez pas gênés par ça. On peut être nationaliste et tout à fait gentil. Voilà, il n'y a pas de... ce n'est pas un gros mot, c'est ça que je veux dire. Alors maintenant, il y a deux autres boxeurs qui sont français, mais je ne les ai pas vus avec des drapeaux français. Alors j'ai fait une recherche Google, hein, j'ai pas été non plus... sauf j'ai vu Fares Ziam, très jeune, très jeune, avec un drapeau français qu'un autre boxeur. Mais les deux sont... alors il y a Fares Ziam, qui est un franco-algérien, et ensuite il y a Nassourdine Imavov, ou Imarov, je ne sais pas trop comment on prononce. Lui, c'est d'origine d'un pays du Kazakhstan ou musulman russe, et les deux sont devenus français, bien évidemment. Je ne sais pas si Nassourdine a la double nationalité, je ne crois pas, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, ces deux-là, je ne les vois pas avec des drapeaux français. Alors, pourquoi? Parce que c'est des patriotes. Je pense qu'ils sont restés patriotes. Par contre, j'ai vu Fares Ziam avec le drapeau algérien sur sa page Facebook où il remercie l'Algérie, le pays de son père, pour le soutenir. Et il a le drapeau algérien. Vous voyez, ça c'est très intéressant. Parce que même s'ils sont français, même s'ils ont combattu pour la France, qu'ils ont gagné pour la France, merci à eux, ce sont de grands sportifs, ils ont quelque chose qui les bloque à devenir nationalistes français. C'est parce qu'ils sont patriotes. Ils sont patriotes au sens du père, du pays du père. Ce que je peux comprendre, hein. C'est pas du tout une insulte que je leur donne. Au contraire, aimer le pays de son père, c'est bien, ça fait sens, c'est logique. Mais vous voyez, tant que ces gens-là, tant que ces deux jeunes-là ne mettront pas un drapeau français, ne se diront pas nationalistes, et couperont, pas psychologiquement, pas philosophiquement, mais politiquement avec le pays de leur père, c'est-à-dire avec le drapeau, ben, ils ne seront jamais ou ils seront toujours à demi intégrés. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que, alors là maintenant c'est une question que je pose parce que là je vais vous parler aussi de Ibrahim Tchetchoveg, pardon, j'écorche le nom, mais voilà. Lui, c'est donc Ibra TV, hein, pour ceux qui le connaissent sur YouTube. Lui, c'est un Français d'origine tchétchène qui est arrivé ici clandestinement. J'adore ce garçon, il est très bien. Qui est arrivé clandestinement et qui est maintenant millionnaire peut-être, mais et en tout cas qui a réussi, qui a fait des affaires, il a des restaurants, il a beaucoup participé aussi pour amener l'UFC en France. C'est quelqu'un qui a des valeurs que j'aime, que je respecte. C'est un homme droit, mais pareil, je ne l'ai jamais vu avec un drapeau français. Alors, il respecte la France, il l'a dit à plusieurs fois, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je ne l'ai jamais vu porter un drapeau français. Et c'est pareil. Est-ce que c'est son attachement du père, de la patrie du père et après, là, je vais poser une véritable question intéressante. Je n'ai pas la solution, je n'ai pas la conclusion, je ne sais pas, mais je pose la question. Ces trois individus sont musulmans. Est-ce que le fait d'être musulmans pratiquants, ce sont des musulmans pratiquants, et là, une fois de plus, c'est pas du tout des wahhabistes, c'est pas des fondamentalistes, des extrémistes, etc. Ils suivent leur religion, respect pour ça pour eux, aucun problème. Mais pourquoi ne deviennent-ils pas pourquoi ne franchissent-ils pas le cap du nationalisme et deviennent des nationalistes français et qu'ils mettent le drapeau français, etc. avec eux quand ils gagnent un match ou quand ils font une vidéo, mettent le drapeau français, etc. Je ne l'ai jamais vu. Est-ce à cause de la religion de leur père, donc de la patrie du père, de la religion du père, du Dieu du père? Est-ce à cause de ça? Je m'interroge. Peut-être. Et donc ça, si c'est le cas, c'est que ces gens-là seront toujours qu'à demi intégrés en fait. Et c'est assez triste. C'est quelque chose qu'ils doivent travailler eux-mêmes. Hein. Et c'est un point. Mais ça pourrait être aussi pour le cas pour des Israéliens, pour des orthodoxes, etc. Ou des bouddhistes, hein, par exemple. Hein. Ce n'est pas que les musulmans. Mais comme l'islam est une religion entre guillemets patriarcale, c'est-à-dire qu'elle dépasse la notion de nation. Hein, ça revient un peu à ce que disait Nietzsche d'ailleurs. En fait, l'islam n'a pas de race, donc si vous devenez musulman, vous faites partie de la nation des musulmans, en fait. Et ça interroge. Alors,
Moi, je pense que c'est des garçons tout à fait gentils. Si la France est en guerre demain, etc., je pense qu'ils n'hésiteront pas à se battre pour la France. Mais il y a un pas qu'ils n'arrivent pas à franchir. Ils n'arrivent pas à devenir nationalistes français, c'est-à-dire d'intégrer la nation française pleinement, d'intégrer l'espace français, l'espace au sens des 3 E, c'est-à-dire territorial, énergétique et éducationnel. Même s'ils ont le pied dedans et qu'ils se disent français, etc., il y a quelque chose qui les freine à se dire nationalistes français. Et il est possible, donc là c'est une question que je pose, il est possible que ça soit lié à la religion qu'ils pratiquent ou pas. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, j'ai pas passé des heures à refaire des recherches Google, hein, mais j'ai un peu scruté, j'ai un peu regardé vite fait. Voilà. Maintenant, pour terminer sur le sport, je pense que le sport, notamment de contact, est un moyen d'intégration. Parce que quoi qu'ils je dise sur les 3 derniers qui n'ont pas, je n'ai pas vu qu'un drapeau français, qui se disent peut-être pas nationalistes français, mais peut-être qu'ils se disent même patriotes français, sans bien comprendre, parce qu'en réalité, ils sont patriotes du père, mais plutôt du pays de leur père. Mais toujours est-il qu'ils se définissent tout de même comme des Français et de bons Français, et que je pense qu'ils aiment la France, qu'ils respectent la France, qu'ils remercient la France de leur avoir donné une chance. Et c'est des gens qui font que du bien pour la France. Donc d'une manière globale, ce que je voulais dire là, et ça sera ma conclusion, c'est que tous ces jeunes-là, alors mis à part Benoît Saint-Denis et Cyril Gann, qui est à moitié français, au sens du sang, j'entends, ils se sont tous parfaitement intégrés. Ils parlent la langue française, ils se sont intégrés, ils respectent les lois françaises, etc. Ce sont des exemples d'intégration. Mais ils se sont intégrés grâce au sport, et au sport de contact. Parce que ça, dans le football, je le vois moins. Hein. Dans le football, je vois pas ça. Je vois des gens plutôt mondialistes, plutôt... voilà. Même s'il y en a certainement aussi qui aiment la France, qui sont même peut-être même nationalistes français, hein, mais je vois moins cela dans le football, parce que je crois qu'il n'y a pas ce volet éducation martiale, hein, ce volet dur. Voilà. Je vois ça dans le rugby, je vois ça dans la boxe, je vois ça dans le MMA, etc. Mais moins dans d'autres sports. Voilà. Enfin. Donc, conclusion. Bien sûr que les jeunes peuvent s'intégrer et devenir français à partir du moment où ils le veulent et ils le désirent. Ils seront pas forcément... C'est difficile. C'est difficile de s'intégrer dans une nation qui n'est pas la vôtre. Hein, moi, au Cambodge, des fois, c'est difficile. Je sens bien que des fois, je ne suis pas cambodgien, bien évidemment. Mais j'essaye de m'intégrer. Et quand vous avez la volonté de vous intégrer, que vous faites du bien autour de vous, que vous respectez la loi, que vous créez des entreprises, que vous créez de la richesse, etc., vous ne serez jamais rejeté. Vous comprenez? Vous serez intégré. Mais il faut franchir un peu le pas. Moi, je peux me dire nationaliste cambodgien. Si demain le Cambodge est en guerre, je pourrais combattre pour le Cambodge, parce que c'est le pays pour lequel qui me nourrit aujourd'hui, entre guillemets. C'est le pays qui m'a accueilli, etc. Mais voilà, donc il faut le désirer. Bien évidemment, Espace Épais parle de tout ça, dans le sens des espaces cohérents, des 3 E, de la violence, comment maîtriser la violence, des problématiques religieuses qui sont des surespaces, hein, notamment par exemple l'islam, d'où ma question et mon interrogation. Est-ce que c'est juste parce que c'est la patrie du père, donc on met le drapeau algérien, ou est-ce que ça va aussi dans l'islam, avec l'islam, etc. Voilà, des vraies interrogations. Mais moi, je vous invite tous à franchir le pas et de devenir des nationalistes français, parce que devenir un nationaliste français, ça veut tout simplement dire aimer la France, et la porter en son cœur, et vouloir la protéger et la développer dans un futur. Et ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la haine. C'est juste préserver ce que vous avez. Et ce n'est pas contre l'autre, c'est avec l'autre. Mais vous devez être souverain. Vous êtes souverain chez vous, enfin je l'espère. Vous êtes souverain physiquement, je l'espère aussi. Mentalement, je l'espère aussi. Mais c'est peut-être moins le cas aujourd'hui avec cette propagande qui nous travaille. Mais c'est la même chose pour notre espace commun, qui est la nation. Il faut qu'une nation soit souveraine. Il faut qu'elle puisse se développer pour l'intérêt de ses citoyens. Et non pas pour des intérêts d'autres nations, des États-Unis, qui sont en train aujourd'hui de détruire l'Europe dans la guerre que mènent les Ukrainiens, entre guillemets, nationalistes, croyant défendre leur pays, mais en réalité ils défendent les intérêts économiques américains, contre l'Empire russe, qui est un regroupement de nations, etc. Mais en tout cas, nous, Français, nous n'avons aucun intérêt dans cette guerre, par exemple. Ouais. Voilà, donc c'est du bon sens. Avoir du bon sens, c'est être nationaliste.
Si vous n'aimez pas, entre guillemets, vos parents, votre famille, il faut partir, il faut la quitter. Vous allez souffrir, ça va créer des tensions, etc. C'est un grave problème. Si vous n'êtes pas bien, il faut quitter. Bah, créez votre propre espace, comme le dit Nietzsche. Mais voilà, donc si vous restez par contre dans votre famille, etc., il y a toujours des mauvais côtés dans une famille. Hein, on ne s'entend pas avec tout le monde. Il y a des conflits, il y a des tensions, etc. Mais c'est normal, ça c'est la vie. C'est le développement humain, c'est la progression. Tant que c'est constructif, tant que c'est élégant et sans violence, ce n'est que du positif. La concurrence est positive. Les tensions sont positives. Vous êtes plein de tensions quand vous vivez. Hein. La tension, c'est ce qui nous maintient en vie. Hein. Quand nous serons morts, et ben, notre tension elle sera zéro. Il faut de la tension. C'est bien la tension. Mais il ne faut pas de violence, bien évidemment, ni de haine. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite vraiment à regarder ce reportage RMC. C'est extrêmement intéressant, c'est même passionnant parce que c'est très bien fait. Et vous verrez des exemples parfaits d'intégration. À très bientôt. Merci.